Bonjour à tous, on va pouvoir commencer, il est 9 heures. Bonjour donc et bienvenue à notre seconde édition d'Aluminov, consacrée cette année à l'aluminium décarboné. Alors avant-hier, avec certains d'entre vous, on a déjà exploré les pistes d'une décarbonation directe des procédés de production, ainsi qu'une trajectoire pour parvenir à cette décarbonation, trajectoire que l'on a vue avec l'ADEME. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur les applications de l'aluminium et sur ce que permet le matériau grâce à ses propriétés, ce qu'il permet en termes de décarbonation, évidemment, grâce à ses propriétés, notamment à sa légèreté. Pour ceux qui n'étaient pas là lors de notre première séquence mardi, je rappelle les règles de participation. Merci à chaque participant de bien vouloir couper son micro pour éviter les interférences. Et surtout, alors les questions sont tout à fait autorisées, même encouragées. Vous pouvez les poser au fil de l'eau et pendant les exposés, mais on va vous demander d'utiliser le chat pour le faire, en passant par la petite icône qui représente une bulle et qui est à côté de la main en haut de votre écran sur la barre des menus. Donc les questions vont être regroupées, vont être synthétisées et elles seront posées par l'équipe d'Aluminium France dans la deuxième partie de cette conférence. Les intervenants sont invités à limiter leurs propos au strict nécessaire pour privilégier les échanges avec le public. Et pour ceux qui voudraient tweeter durant cette heure, on vous propose le hashtag Aluminov 2020. Enfin, je vous précise que les échanges sont actuellement enregistrés et le resteront tout au long de cette conférence en ligne. Tout de suite, on va passer la parole à Bernard Gilmont, qui est représentant de European Aluminium, pour une introduction au sujet. Bernard, c'est à toi. Merci Gaëtan et merci à Aluminium France de m'avoir invité ce matin. Petite introduction sur le contexte européen. Le pacte vert pour l'Europe ou Green Deal est la feuille de route pour faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050. Le premier acte qui a été posé par la Commission européenne en mars dernier fut le dépôt d'une proposition de loi sur le climat, actuellement en cours de débat, qui vise à inscrire dans la législation de l'Union européenne l'objectif précité dans le pacte vert pour l'Europe. Le transport routier a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du pacte vert, car il représente 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union et a augmenté de plus de 25% depuis les années 90. Les voitures et camionnettes représentant 75% des émissions totales du secteur du transport routier. Dès lors, la législation de l'Union européenne sur les normes d'émissions de CO2 des voitures et des camionnettes est l'un des principaux instruments de réduction des émissions de ce secteur. Et la Commission européenne vient de lancer sa révision dans le but d'établir, à partir de 2025, une trajectoire claire vers des transports à émissions nulles. Néanmoins, il faudrait que les progrès réalisés pour réduire les émissions locales de CO2, c'est-à-dire les émissions au pot d'échappement, n'occultent pas l'importance de l'efficacité énergétique en tant que telle. Un véhicule zéro émission locale ne signifie pas un véhicule zéro impact ou zéro consommation. Il faudrait donc que les législateurs commencent progressivement à s'intéresser à la consommation d'électricité, de carburant vert, d'hydrogène vert, des véhicules, car l'énergie produite à partir de ressources renouvelables est trop importante et surtout pour l'instant trop rare pour être gaspillée. Un deuxième acte posé par la Commission européenne en mars dernier également fut l'adoption d'un nouveau plan d'action pour l'économie circulaire qui annonce notamment l'introduction d'un nouveau cadre législatif couvrant tous les produits placés sur le marché européen afin de promouvoir des comportements de production et de consommation plus durables. En particulier, elle prévoit l'extension de la directive européenne sur l'éco-conception au plus grand nombre de produits possibles et la révision de la directive européenne sur les véhicules hors d'usage qui vient de débuter également. Cette dernière vise à éliminer les substances dangereuses dans les voitures et exige que la plupart des pièces et matériaux des véhicules hors d'usage soient réutilisés, recyclés ou valorisés.
Cette initiative propose d'améliorer la collecte, le traitement et le recyclage des véhicules hors d'usage et à encourager l'industrie automobile à adopter un modèle durable pour la conception et la production de voitures. À cet égard, souhaitons souligner qu'il est important d'établir un dialogue sur l'éco-conception entre les fournisseurs de matières premières et les constructeurs automobiles afin de faciliter le démontage de plus de composants possibles avant broyage d'une part, je parle de composants d'aluminium bien sûr, et de faciliter la séparation après broyage d'autre part, qui permettront ensemble d'améliorer la qualité et le nombre de fractions de matière recyclée obtenues. Dans son intervention de ce matin, Olivier Rebuffet nous donnera quelques idées à ce sujet. Nous souhaiterions également que l'extension de la directive sur l'éco-conception n'aboutisse pas à une double réglementation avec la directive sur les véhicules hors d'usage, qui devrait, d'après nous, continuer à avoir la priorité en ce qui concerne les véhicules. Pour terminer, la Banque mondiale prévoit que l'ambition climatique entraîne une augmentation rapide de la demande de métaux et de minéraux. Et l'exemple le plus significatif est celui des batteries électriques, où la demande des métaux concernés, dont l'aluminium, augmenterait de plus de 1000% d'ici à 2050, dans un scénario de réchauffement climatique de 2%. Ceci est l'un des motifs ayant conduit la Commission européenne à inclure la bauxite dans sa liste des matières premières critiques et à lancer une nouvelle alliance sur les matières premières, dont European Aluminium est partenaire. L'objectif est de permettre au secteur industriel de la transition, comme l'aluminium, de travailler sur les écosystèmes comme la mobilité ou le bâtiment pour la sécurité d'approvisionnement en matériaux nécessaires et attirer des investissements. Nous parlerons plus en détail des batteries ce matin avec Martin Orientis et Gildas Fontaine. Nous aurons également le plaisir d'accueillir un architecte nautique de renom pour évoquer la décarbonisation de son secteur, M. Mark van Petegem. Et pour terminer, je rappelle la présence de plusieurs représentants des pouvoirs publics présents en nombre ce jour et que ces rencontres se tiennent sous le haut patronage de la Commission européenne qui tient le sujet de la décarbonation avec le pacte vert. Je salue donc Marion Perel qui représente la DG Climat de la Commission européenne aujourd'hui et à qui nous donnerons la parole pour une brève conclusion en fin de conférence. Belle conférence à tous. Merci beaucoup Bernard pour cette entrée en matière sur le nouveau cadre réglementaire européen en faveur de produits plus durables. Cette approche va bien entendu contribuer à accélérer la transformation des procédés de fabrication, mais aussi à augmenter les exigences des consommateurs européens. Et c'est peut-être aussi pour les producteurs français une opportunité de bénéficier au sein du marché unique européen de l'avance prise par la loi économie circulaire de 2019. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons écouter Olivier Rebuffet, qui est responsable R&D de Constellium sur le segment automobile. Constellium est leader dans la transformation et le recyclage de l'aluminium. L'entreprise possède 2 centres de R&D, l'un dans le Michigan, l'autre à Voreppe, près de Grenoble. Alors Olivier, nous souhaiterions savoir, à travers un projet développé pour Renault, avec le soutien de BPI France, comment vous vous y prenez pour favoriser l'éco-conception et l'allègement des véhicules et répondre ainsi aux règles et lignes définies par la Commission évoquées par Bernard Gillemont à l'instant. Et par ailleurs, alors que l'on observe en France sur le plan social des fractures sociales sur la question des véhicules propres qui sont souvent jugés difficilement accessibles aux catégories de la population les moins aisées, expliquez-nous comment est-ce que vous faites pour maîtriser les coûts de vos productions et pour démocratiser toutes ces innovations. Olivier, je vous passe la parole. Merci Gaëtan et bonjour à tous. Effectivement, je vais parler du projet, je vais présenter le projet ISA 3 que nous avons monté avec Renault. Mais avant cela, je voulais vous dire un petit peu où en était l'aluminium dans les véhicules aujourd'hui et pourquoi il était choisi. Gaëtan, si on peut montrer le plan. Voilà. Donc d'abord une introduction sur où se trouve l'aluminium aujourd'hui et pourquoi il est choisi, et puis on arrivera à ce projet ISA 3. Donc en première slide, je voulais vous montrer d'abord
quel était le bilan matière actuel dans les véhicules. Alors, on présente traditionnellement des graphes montrant le nombre de kilos d'aluminium dans les véhicules. J'ai représenté ça un petit peu différemment en partant du bilan matière par véhicule. On voit à gauche l'ensemble utilisé aujourd'hui dans une voiture. C'est extrait d'une présentation de 2018 de monsieur à la SIA, Société des ingénieurs de l'automobile. On voit que le métallique qui est en bleu est prédominant. Et puis à droite, c'est un zoom sur le métallique. Et on voit que dans le métallique, l'acier, qui est le bleu et le violet, reste majeur, et que l'aluminium en vert a encore une part très minoritaire dans les véhicules qui sont réalisés aujourd'hui. Donc ça montre un petit peu le potentiel, le gâteau qui est accessible pour l'aluminium. Voilà. Alors, page suivante, après avoir évoqué la proportion, c'est où est utilisé l'aluminium aujourd'hui. Alors, dans ce slide, on voit les différents types d'applications aluminium qui existent aujourd'hui dans les véhicules. Alors, il y a des applications historiques et un petit peu déclinantes, comme les blocs moteurs, hein, qui disparaissent avec l'électrification des véhicules. Il y a d'autres applications comme les ouvrants, les pots en haut à gauche et les crash management, qui sont des applications très solides et en croissance pour l'aluminium. Et puis, il y a des applications un petit peu plus niches, comme les structures ou les pièces décoratives, qui sont un petit peu plus réservées au haut de gamme, mais qui se développent également. Et en bas à droite, vous voyez, pour le coup, ce qui remplace les applications thermiques un petit peu déclinantes, ce sont les applications électriques émergentes, où là, l'aluminium joue un très grand rôle dans les bacs batteries et les plaques de refroidissement. Alors, page suivante, on va revenir sur le pourquoi du choix de l'aluminium. L'aluminium a plein de très bonnes qualités. Il a une excellente conductivité thermique, conductivité électrique, il résiste à la corrosion, mais malgré tout, la qualité essentielle qui justifie son choix dans l'automobile, c'est sa faible densité, 3 fois moins que l'acier. Ça reste la raison essentielle du choix de l'aluminium. Et en effet, la masse, ça reste, quelles que soient les technologies et les évolutions technologiques, l'ennemi des transports et de l'automobile en particulier. C'est d'abord l'ennemi de l'agrément de conduite, mais c'est également l'ennemi de la consommation énergétique, on y reviendra. Et pour ceux qui sont un peu loin de ça, il faut savoir que quand on choisit un matériau dans l'automobile, on ne compromet pas la fonction. C'est-à-dire qu'on choisit un matériau à isofonction. Donc l'aluminium, quand il est choisi en substitution de l'acier, c'est qu'il apporte la même fonctionnalité avec typiquement 30 à 40% d'allègement, et cet allègement a un surcoût qui est maîtrisé. Il faut que les deux conditions soient remplies. Un allègement avec un surcoût maîtrisé, mais la fonctionnalité, notamment la sécurité du véhicule, n'est jamais compromise. Alors, ces intérêts de masse, page suivante, ont des bénéfices, génèrent des bénéfices environnementaux. Ce slide est destiné à les expliciter un petit peu. Gagner de la masse, c'est effectivement baisser les émissions de CO2 pendant la phase d'usage pour les véhicules thermiques, et c'est, dans les véhicules thermiques et les véhicules électriques, baisser la dépense énergétique. Donc, le graphe en haut, ICE, c'est-à-dire Internal Combustion Engine, montre que dans les véhicules thermiques, quand on gagne 1 kg, en fait, on baisse la consommation on gagne 1%, pardon, on baisse la consommation énergétique de plus de 1%, et on baisse l'émission de CO2 de plus de 1% également. Dans les véhicules électriques, le ratio est un petit peu plus faible, on ne gagne pas d'émissions localement, mais en revanche, on joue toujours sur la consommation énergétique. Et gagner cette consommation énergétique va permettre de traiter un des problèmes qui est encore le cas pour les véhicules électriques, c'est l'absence d'autonomie, enfin pas l'absence d'autonomie, la trop faible autonomie, l'autonomie insuffisante. Et donc, gagner de la consommation énergétique, c'est prolonger l'autonomie des véhicules électriques. Et
quand cette autonomie sera suffisante, gagner de la consommation énergétique, ça restera de toute façon vertueux parce que l'électricité n'est pas encore totalement décarbonée. Il y a quelques jours, M. Le Borgne, qui est vice-président chez Renault, disait que c'est 60 grammes de CO2 par kilowattheure en France, mais c'est toujours 250 grammes en Allemagne et 600 grammes en Pologne. Donc, gagner de la consommation énergétique, c'est aussi important pour les véhicules électriques. Deuxième avantage environnemental de l'aluminium, c'est son empreinte carbone qui peut être fortement réduite dans le cas du recyclage. Donc, son avantage, c'est son aptitude au recyclage, qui est une aptitude et, comme on l'a dit, qui n'est pas encore une vraie réalité totale dans l'automobile. Donc, la raison de ce recyclage, elle est donnée par les différentes figures qui sont données dans ce slide, qui est à gauche combien coûte, quelle est l'empreinte carbone, on va dire, d'une tonne d'aluminium produite à base d'énergie fossile, et à droite, une tonne d'aluminium qui serait produite à partir d'énergie verte. On réduit par 5 l'empreinte carbone pour la tonne d'aluminium, mais complètement à droite, on voit ce que coûte comme énergie le procédé de recyclage. Et c'est ça, l'incentive au recyclage, c'est que l'empreinte carbone d'aluminium recyclé est beaucoup plus faible. Donc, il faut aujourd'hui... il y a des activités de recyclage qui existent, c'est-à-dire que dans l'automobile, les chutes d'emboutissage, par exemple, sont reprises quasiment systématiquement par les producteurs d'aluminium pour refaire des alliages en boucle fermée. Mais le sujet qui reste à traiter, c'est la fin de vie. La fin de vie, elle est traitée dans l'emballage, dans le boîtage boisson, par exemple, dans les canettes. Elle n'est pas encore bien traitée dans l'automobile. C'est pour ça qu'on a fait le projet ISA 3, Gaëtan, slide 12. Donc, le projet ISA 3, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça veut dire intégration de solutions aluminium pour alléger les automobiles. C'est un projet qui est destiné à accélérer un petit peu l'utilisation des avantages environnementaux de l'aluminium. Donc, pour accélérer cette utilisation, il faut gagner d'un point de vue technique, c'est-à-dire il faut que l'aluminium allège encore, et on a pris comme support un composant qui est très attractif en aluminium, mais encore majoritairement en acier, c'est la porte. On a dit que les ouvrants étaient en aluminium, mais c'est surtout les capots qui le sont. Les portes, elles le sont dans le haut de gamme, mais pas encore dans le milieu de gamme. Donc, gagner en masse sur les ouvrants, gagner en économique, parce que si on veut qu'ils soient adoptés, il faut réduire leurs coûts. Et environnementalement, ISA 3 veut mettre pratiquement une boucle de recyclage fermée pour les ouvrants, c'est-à-dire faire en sorte que la chaîne vertueuse qui consiste à démonter, broyer, séparer, permette de refaire en boucle fermée un aluminium à haute valeur ajoutée et pas un aluminium de seconde fusion à faible valeur. Voilà, donc c'est un projet, on appelle ça PSPC, un structurant pour la compétitivité, qui fait partie des investissements d'avenir et qui est soutenu par BPI France. Et dans le consortium, il y a le groupe Renault. Alors, il reste peu de temps. Pour les leviers sur lesquels on veut jouer sur ISA 3, c'est utiliser les innovations récentes de la métallurgie. Les ouvrants actuels utilisent des alliages un petit peu anciens. Il faut que les alliages récents développés en aluminium qui permettent d'alléger soient utilisés. C'est se concentrer sur l'assemblage par fusion, plutôt que l'assemblage mécanique, le vissage, le rivetage, qui pollue en plus en ajoutant de l'acier et qui est plus cher. Et le dernier point, c'est l'éco-conception. Alors l'éco-conception, c'est-à-dire concevoir pour recycler. Alors une des idées faire appel à un ensemble de matériaux métalliques et aluminium, d'alliage d'aluminium cohérents entre eux. C'est-à-dire pour les différentes fonctionnalités des ouvrants, il y a des pots, il y a des pièces structurales, il y a des doublures, il faut de la formalité, de la résistance et de l'aspect. Et le choix de matière va être fait de manière à ce qu'il soit cohérent. Ce sera plus the right material at the right place, ce sera the right material at the right place, mais cohérent entre eux pour que l'ensemble puisse être refondu
avec un minimum d'opérations de démontage et que le produit de la refonte ait de la valeur et puisse donner lieu à un alliage attractif. Voilà, c'est ça l'éco-conception dans le cadre des portières que nous voulons mettre en place. Donc, en conclusion, les deux premiers éléments de conclusion, la croissance de l'aluminium, elle est, dans l'automobile, elle est claire, elle est boostée, on va dire, elle est drivée par l'environnement. Ça, c'est la lame de fond de la décennie passée et de la décennie à venir. Donc, la tendance long terme, c'est les objectifs environnementaux, surtout en Europe, les objectifs d'émission de CO2 et les objectifs d'électrification. Et puis, il y a un bonus de croissance conjoncturelle qui est lié à la nature effectivement actuelle des véhicules. Quand il y a des gros véhicules comme des SUV, il y a plus besoin d'allègement. Et quand il y a des véhicules électriques avec des batteries très lourdes, il y a plus besoin d'allègement. Voilà, donc ça, la croissance, elle est portée. Et donc, les analyses internes de Constellium disent qu'on va passer d'1 million de tonnes en 2017 à 2 millions de tonnes environ en 2027. 1 million de tonnes de croissance sur 10 ans sur les deux continents. Dernière conclusion, c'est le message que l'aluminium semble un peu, dans les transports et dans l'automobile en particulier, un peu résilient aux technologies, c'est-à-dire, je l'ai illustré dans les applications, on faisait des blocs moteurs en aluminium, maintenant on va faire des bacs batteries en aluminium, là c'est le bac batterie de l'Audi e-tron, donc il n'y a plus de blocs moteurs, mais il y a un autre élément extrêmement, qui utilise extrêmement, une très grande quantité d'aluminium dans les véhicules. Voilà. Donc l'allègement et l'aluminium dans les transports ont donc de beaux jours devant eux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et on prendra les questions plus tard, c'est ça Gaëtan, ou tout de suite? Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup Olivier. Votre exposé nous a rappelé que l'automobile, enfin que le marché automobile restait, malgré les soubresauts liés au Covid, un gisement de croissance tout à fait intéressant pour l'aluminium. Et dans votre conclusion, vous nous avez rappelé que l'aluminium serait bien présent dans les véhicules électriques, notamment autour et dans leurs batteries. Alors on va voir maintenant à travers deux technologies bien distinctes. La batterie classique d'une part, dont nous parlera Gildas Fontaine, qui est directeur du développement d'Alteo, et la batterie aluminium-air d'autre part, qui sera ensuite évoquée par Martin Orientis, fondateur de Zenith Innovation. Gildas, bonjour, bienvenue. Vous représentez aujourd'hui Alteo, leader mondial dans la production d'alumine de spécialité, situé à Gardanne. Peut-être même que votre député François-Michel Lambert nous rejoindra tout à l'heure et aura un témoignage à vous adresser. Gildas, ça fait 15 ans que vous travaillez dans la filière alumine de spécialité. Expliquez-nous un peu en quoi ces alumines tirent leur épingle du jeu dans la confection des batteries. Quelles sont les tendances sur ce marché et enfin, quels sont les risques et opportunités pour les producteurs européens? Gildas, je vous passe la parole. Merci Gaëtan, bonjour à tous. Donc je vous propose d'étendre le sujet à la filière aluminium. On va parler d'alumine dans le cas présent et donc de l'impact et de l'enjeu stratégique que représente l'alumine pour le marché des batteries lithium-ion. Et donc, en quoi cela va permettre l'essor de cette technologie et l'adoption par le grand public. Gaëtan, si on peut passer à la slide suivante. Cette slide, pour bien préciser les enjeux et de quoi on parle ici, aujourd'hui, il n'y a pas d'essor d'une technologie sans la sécurité qui va avec. Et aujourd'hui, la technologie lithium-ion est une technologie qui est très mature, hein, qui a été utilisée dans d'autres secteurs d'activité que l'automobile. Mais quelques freins ont pu apparaître, notamment sur des failles de sécurité. Et donc aujourd'hui, ce dont il est question, c'est d'améliorer l'aspect sécurité dans l'univers des batteries lithium-ion, de façon à favoriser l'adoption par le grand public de cette technologie. Et donc c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Vous avez une petite illustration en bas des séparateurs, mais je vous propose de comprendre sur la slide suivante comment ça fonctionne. Donc, de façon un petit peu schématique, et puis quelques illustrations photos de ce que c'est qu'un séparateur. Aujourd'hui, le séparateur est un film en polyéthylène ou polypropylène qui est recouvert
potentiellement donc d'une couche d'alumine qui va permettre, par sa porosité, d'avoir un échange ionique entre l'anode et la cathode, mais qui va éviter ce qu'on appelle des effets de dendrite. Je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais les courts-circuits. Et donc, l'enjeu est matérialisé par la petite photo que vous avez en bas, qui est la déformation en fait, du séparateur qui peut se produire lors de montée en température. Et donc, aujourd'hui, l'application, quand on parle de séparateur pour les batteries lithium-ion et de coating séparateur, il est question de déposer une couche d'alumine sur ces films de polyéthylène polypropylène. Donc, c'est la photo de droite à l'échelle micrométrique, et donc d'éviter la déformation sous l'effet de la température. Donc, ce que ne permettrait pas, par exemple, un séparateur qui n'aurait pas ce coating d'alumine par-dessus. Donc, il est question évidemment de la sécurité. On ne doit néanmoins pas faire de compromis, et c'est là aussi l'une des difficultés, avec l'efficacité énergétique des batteries. Donc, ça doit être poreux, mais pas trop, mais suffisamment quand même pour que la batterie soit efficace. Voilà, en essayant de schématiser un peu les choses. Slide suivante. Voilà, donc les enjeux en termes de marché. C'est un marché qui est évidemment en forte croissance. Tout le monde peut l'observer aujourd'hui. On attend une croissance d'environ 25% par an sur le marché automobile d'ici à 2030, ce qui est absolument considérable. Et donc, avec en plus une particularité qui a émergé sous l'impulsion des instances européennes et puis des constructeurs européens, qui est aussi un déplacement et un rapatriement, on va dire, de la chaîne de valeur en Europe. Il est question aussi d'indépendance vis-à-vis d'autres régions du monde sur cette chaîne de valeur. Et donc, aujourd'hui, on constate de plus en plus d'usines qui s'installent en Europe, et donc un développement de plus en plus important de la production européenne sur les batteries lithium-ion. Donc ça, aujourd'hui, et je conclurai là-dessus, donc c'est la slide suivante, Gaëtan, merci. En quoi est-ce que Alteo est un acteur incontournable sur ce marché-là? Alors, très simplement, parce qu'aujourd'hui, Alteo a une expérience dans la production d'alumine qui est plus que centenaire, avec des développements de nombreux produits dans des marchés variés. Mais pour celui-ci, l'une des particularités, et on le comprend bien par rapport à la croissance qui est attendue sur ce marché, qui est d'être capable d'accompagner cette croissance. Et donc, les fabricants de batteries et de séparateurs, ce sont parfois les mêmes, ont besoin de partenaires qui ont des capacités de production qui sont très importantes et donc qui ont la possibilité de suivre leur propre croissance. C'est ce que Alteo est capable de faire avec donc des capacités déjà installées qui sont importantes, et puis de nouvelles capacités qui s'installent et qui se sont installées ces dernières années et qui continuent de s'installer, avec également une proximité. C'est un marché qui est quand même mondial, hein, donc avec des acteurs asiatiques qui parfois s'installent en Europe. Et donc, on a une demande aussi de la part du marché d'avoir des outils industriels qui sont proches de chez les clients. Et donc, on a à la fois des sites de production en Europe, mais aussi en Asie, pour pouvoir suivre ses clients le plus près possible. Et donc aujourd'hui, cette stratégie nous permet d'être extrêmement bien placés en fait pour l'essor de cette industrie, particulièrement en Europe, puisque notre cœur industriel est en Europe. Donc on a fini, voilà, on finit là-dessus. Je note simplement qu'aujourd'hui, on est un fournisseur de premier rang chez l'un des plus gros fabricants de batteries au monde.
Et donc, on n'est pas en train de parler de futur, on est en train de parler de présent et de notre capacité justement à aider l'industrie dans le futur, que ce soit avec de gros fabricants de batteries déjà installés ou des entreprises françaises ou européennes qui se lanceraient dans l'univers des batteries. Et on en connaît quelques-unes, on pense à Verkor, on pense à ACC, pour parler des entreprises françaises. Voilà, donc nous sommes là pour cette industrie. Merci. Merci beaucoup, Gildas. Alors, on dit souvent, enfin dans le secteur, il y a une expression qui consiste à dire qu'un lingot d'aluminium représente un stock d'énergie parce que, comme vous le savez, sa production primaire est extrêmement consommatrice d'électricité, parce que sa production secondaire permet d'économiser 95% de l'électricité nécessaire à sa production primaire. Alors finalement, on se dit, Martin, que c'est presque une expression à prendre au pied de la lettre quand on voit ce que vous parvenez à en faire, puisqu'avec votre technologie, l'aluminium est source directe d'énergie et non plus simple facilitateur, comme peut l'être l'alumine dans les batteries classiques. Martin Orientis, vous avez donc fondé Zenith Innovation pour développer ce nouveau produit que vous destinez au marché du nautisme. Expliquez-nous comment ça marche, quels en sont les bénéfices et pourquoi il s'agit d'une technologie de rupture à ne pas négliger sur le marché européen des batteries. Martin, je vous passe la parole. Merci Gaëtan et bonjour à tous. Alors, je suis Martin Orientis, le fondateur de la société Zenith Innovation. L'objectif de notre société, c'est effectivement de créer une nouvelle technologie de batterie à très haute densité d'énergie. Alors, cette batterie, on la destine principalement ou en priorité, ou c'était pas le moment de passer à la slide suivante, Gaëtan. Gaëtan, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Ouais, merci. Du coup, cette batterie, on la destine principalement au secteur du nautisme. Alors, le nautisme, il faut savoir que c'est un secteur qui a du mal à s'électrifier. On voit aujourd'hui très peu de bateaux électriques. Et la raison principale à cela, c'est que les bateaux, ça consomme beaucoup d'énergie. Et les batteries sont aujourd'hui très lourdes et ça réduit trop l'autonomie des bateaux. Il est donc nécessaire de créer une technologie de batterie avec une plus grande densité d'énergie, c'est-à-dire une batterie qui sera plus légère et moins encombrante pour la même autonomie. Donc à Zenith Innovation, on utilise la technologie aluminium air pour faire cela. Slide suivante, merci. Donc cette technologie aluminium air, comme son nom l'indique, elle utilise d'un côté de l'aluminium et de l'autre l'oxygène présent dans l'air ambiant. En fait, toute la technologie réside dans la cathode à oxygène, c'est ce qu'on voit à droite, qui est une fine membrane, à peu près 1 mm d'épaisseur, qui absorbe l'oxygène qui est présent dans l'environnement, dans l'air. Cet oxygène, il est absorbé sous forme d'ions OH-, qui vont migrer vers l'aluminium et réagir avec lui pour former un hydroxyde d'aluminium. Donc ça, c'est une réaction d'oxydoréduction qui crée des électrons et qui permet d'avoir ce fonctionnement de pile, donc créer un courant électrique. Cette réaction, elle consomme de l'aluminium au fur et à mesure. En fait, cette technologie, c'est une technologie de batterie primaire. Ça veut dire qu'elle a besoin d'être rechargée mécaniquement en remettant de l'aluminium pour fonctionner. Donc les batteries primaires, il y en a une qu'on connaît tous, hein, c'est les piles à combustible qui ont besoin d'être rechargées en hydrogène. Donc c'est à peu près le même principe. Slide suivante. Merci. J'aime bien donner comme image, pour comprendre l'intérêt de cette technologie, mais celle du poisson. En fait, le poisson utilise l'oxygène qui est présent dans son environnement pour vivre, alors qu'un plongeur a besoin d'apporter son oxygène avec lui dans des bouteilles qui sont lourdes et encombrantes. Slide suivante. Alors, en utilisant l'oxygène présent dans son environnement, ça nous permet de réduire la taille des batteries. C'est-à-dire, pour la même autonomie ou la même quantité d'énergie, on va pouvoir avoir une batterie plus légère et moins encombrante. Donc, ce ratio entre la quantité d'énergie et le poids, c'est ce qu'on appelle la densité d'énergie. Et comme on peut le voir sur le diagramme à gauche, la densité d'énergie de l'aluminium air est largement supérieure à celle du lithium. On est quasiment 9 fois supérieure et quasiment équivalente à celle de l'essence. Alors concrètement, slide suivante. Si on prend un bateau qui a aujourd'hui 1 heure d'autonomie avec une batterie au lithium, et que ce même bateau, on remplace la batterie par une batterie aluminium, on va pouvoir avoir 3 fois plus d'autonomie avec une batterie 3 fois plus petite. Une autre façon de voir les choses, étant donné que la densité d'énergie est proche de celle de l'essence,
c'est si on remplace le réservoir d'essence par une batterie aux mêmes dimensions, on va avoir plus ou moins les mêmes performances qu'un bateau thermique. Slide suivante. Alors, donc le principal inconvénient de cette batterie, c'est que c'est une batterie primaire, c'est-à-dire qu'il faut la remplacer à chaque utilisation. Et en fait, on est capable de valoriser tous les déchets et de la recycler à 100%. Donc, si on prend le cycle depuis le début, donc on utilise de l'aluminium. Cet aluminium, pour être produit, on utilise de l'électricité, à peu près 14 kWh par kilogramme d'aluminium produit. Et cet aluminium, dans nos piles, il va nous permettre de tirer 4 kWh par kilogramme d'aluminium. L'idée est de fonctionner avec un système de consigne, un peu comme les bouteilles de gaz, c'est-à-dire qu'on va récupérer les piles usagées en échange de piles neuves, et on va pouvoir recycler 100% des composants de cette pile. Et récupérer les déchets. Alors l'ensemble des déchets, en fait, c'est de l'hydroxyde d'aluminium, et cet hydroxyde d'aluminium, on va pouvoir le valoriser, notamment auprès de producteurs d'alumine, pour créer de l'alumine qui va être utilisé ensuite pour reproduire de l'aluminium. Ainsi, on peut créer une économie circulaire zéro déchet, qui consomme de l'énergie et qui a un rendement, slide suivante, d'environ 28,5%. 28,5%, c'est un rendement qui est plutôt bon, c'est largement supérieur au rendement de l'essence et supérieur au rendement de l'hydrogène. Slide suivante. Pour revenir au sujet de la décarbonisation, si on prend le secteur du nautisme et si on prend par exemple 10% du marché des bateaux de plaisance, c'est à peu près 70 000 bateaux en France, qui ont une consommation annuelle d'environ 50 millions de litres d'essence. Donc l'équivalent énergétique de ces 50 millions de litres d'essence, c'est environ 12 500 tonnes d'aluminium, qui, en utilisant de l'aluminium européen, nous permet de diviser par 3 l'impact écologique, le bilan carbone. Avec de l'aluminium français, ça nous permet encore de diminuer cet impact. Voilà, slide suivante. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et donc je serai disponible pour les questions plus tard dans ce webinaire. Merci beaucoup Martin, merci Gildas, merci à tous les deux. Vos deux technologies montrent qu'il y a des perspectives concrètes pour la décarbonation du transport terrestre et maritime et que l'aluminium y a sa place. Alors pour Alteo, il est clair que les débouchés existent. Il faut accompagner la demande croissante et bien penser à développer des capacités européennes suffisantes pour assurer une indépendance énergétique et stratégique du continent. La technologie développée par Zenith Innovation, quant à elle, nous montre que la course au tout électrique n'a pas encore révélé toutes ses surprises. La batterie aluminium-air est une vraie promesse pour le développement de batteries plus légères, plus efficaces et moins coûteuse aussi sur les plans économiques et environnementaux. Alors on a la chance d'accueillir aujourd'hui Marc Van Peteghem, qui est un architecte nautique français, cofondateur de l'agence VPLP. Marc a dessiné des multicoques, des plus grands vainqueurs de voiliers de course. Il a dessiné des yachts, mais aussi des bateaux à vocation humanitaire. Il pourra nous expliquer de quoi il s'agit. Notez que le transport maritime international pèse 2 à 3% des émissions de CO2, soit autant que l'aérien, pourtant seul secteur décrié dans le monde des transports. L'Organisation maritime internationale a donc récemment signé un accord pour réduire ses émissions de 50% par rapport à leur niveau de 2008. Et pour répondre à son niveau à ce défi, Marc a décidé de se concentrer sur le développement de solutions innovantes, à l'image du navire Canopée qui va transporter le nouveau lanceur de la fusée Ariane 6 des ports européens jusqu'à Kourou. Alors c'est un navire Canopée qui hybride propulsion classique et propulsion éolienne, dont vous nous parlerez un petit peu, Marc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre relation à l'aluminium et son rôle dans la décarbonation du secteur nautique? Marc, je vous passe la parole et je vous remercie. Bonjour à tous. Oui, j'ai cofondé donc avec Vincent Loriot-Prévost en 1983 VPLP, qui est une société d'architecture navale. Donc nous sommes présents, slide suivant, nous sommes présents dans 4 secteurs principaux.
dans 4 secteurs principaux. La compétition, on a eu la chance de dessiner un bateau qui a gagné la Coupe de l'Amérique en 2010, des bateaux de série, notamment pour le groupe Beneteau, des bateaux de course, tels que ceux qui participent au Vendée Globe en ce moment, et puis des grands yachts, bon, c'est l'image qui manque là. Et donc, à travers tous ces secteurs-là, qui sont les secteurs, oui, on peut passer à l'autre, sont les secteurs du nautisme. Nous sommes passés récemment, nous sommes intéressés, et je vais vous expliquer pourquoi, au secteur du transport maritime. Comme l'a expliqué Gaëtan, nous avons conçu ce navire qui va transporter les éléments donc, de la fusée Ariane des ports européens à Kourou. Il sera à l'eau, mis à l'eau à la fin de 2022, dans 2 ans en gros. Il est équipé d'ailes de propulsion pour hybrider d'ailes de propulsion éolienne pour hybrider sa propulsion entre le vent et sa propulsion principale dans des proportions qui peuvent varier de 15% à 30-35% en fonction de la vitesse du bateau. Slide suivante. Alors, donc, quelle est la place en fait de l'aluminium dans la construction navale? Slide suivante. On est vraiment sectorisé en fait. Il y a les marchés de bateaux de série qui sont construits sur des moules en verre polyester, en gros jusqu'à 60 pieds, qui permettent effectivement, une fois l'investissement de l'outillage réalisé, de minimiser la main-d'œuvre. Et donc là, c'est difficile de se battre pour l'aluminium, a beaucoup plus de mal à pénétrer ce marché, sauf pour des navires spécifiques, on va en reparler. Entre 60 pieds et 80 pieds, la part de la structure, ce qu'il faut voir, c'est que la part du poids de la structure et donc du prix de la structure également diminue avec l'augmentation de la longueur. Donc 60-80 pieds, il y a moins les outillages sont chers, il y a moins de bateaux à produire par type, je dirais, et donc il y a un partage assez à 50-50 à peu près entre le composite et les bateaux en aluminium. Et puis au-delà de 80 pieds, là, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus d'outillage, et donc l'aluminium est vraiment à sa place, enfin à la place où en tout cas il est très présent aujourd'hui. L'aluminium aussi permet de la personnalisation dans les plus grands bateaux. Les propriétaires en général souhaitent avoir un bateau différent de celui du voisin, et donc cette facilité d'adaptation est aussi tout à fait intéressante. Et puis dans ces tailles-là, le rapport prix, poids et résistance est tout à fait intéressant. Mais il y a quelque chose à noter, c'est que quelle que soit finalement la taille du bateau, l'aluminium permet sur des marchés de niche ou des marchés professionnels, comme par exemple les bateaux de pêche, les bateaux militaires, les bateaux portuaires, permet de fabriquer des bateaux professionnels qui sont très adaptés. En fait, c'est un matériau qui est très adapté à un usage assez rugueux en général, où si on passe à la slide suivante, ces caractéristiques, en fait, il n'a pas besoin d'être peint, il va pouvoir se déformer en cas de choc. Ça va tout à fait convenir, par exemple, à des bateaux d'expédition ou, comme je le disais, des bateaux professionnels. Et puis l'aluminium est recyclable, comme on l'a vu déjà. Et ça, c'est un secteur, c'est une vraie qualité dans un monde où la prise de conscience de l'importance, en fait, de la décarbonation commence à vraiment se poser, y compris dans la course au large. Alors, peut-être la slide suivante. Voilà, comment est-ce que c'est quoi une structure de bateau en aluminium? Une structure de bateau en aluminium, moi, ce que j'aime, en fait, c'est que c'est proche d'une charpente historiquement en bois.
Et donc, la grosse différence entre l'aluminium et un bateau en composite, c'est que on va commencer par la structure. En fait, on va commencer par l'intérieur. On va intégrer les passages techniques, on va intégrer les bases des emménagements, on va intégrer tout ce qui se passe à l'intérieur et on va terminer par la construction de la coque. Alors qu'un bateau moulé, c'est l'inverse. On va commencer par le border, par l'extérieur, et remplir la boîte d'une certaine façon. Sur la slide suivante, on voit en fait une structure d'un très grand catamaran. Et personnellement, je trouve ça assez émouvant de voir les bateaux se construire de cette façon-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, je trouve que c'est un beau matériau. Donc, il y a un domaine sur lequel l'aluminium domine complètement le marché. Ce sont les mâts des voiliers de plaisance, qui sont des profils extrudés. Jusqu'à 60 pieds, il n'y a aucun débat. Pourquoi? Parce que l'aluminium, là, on peut utiliser des aluminiums qui ont des très très bonnes caractéristiques mécaniques. Il n'y a pas de soudure, donc ces caractéristiques ne sont pas dégradées. Et on arrive à avoir des rapports entre la résistance, la raideur et le poids tout à fait intéressants. Donc là, je n'ai malheureusement pas de chiffres à vous donner, mais enfin, c'est la majorité totale, enfin, c'est l'immense, c'est 99% des mâts de bateaux de plaisance. Donc, la slide suivante, quelques exemples de bateaux que nous avons conçus et qui sont réalisés en aluminium, qui illustrent ce créneau dans lequel l'aluminium est tout à fait intéressant. Ça, c'est un catamaran qui s'appelle 12 France, qui fait 42 mètres par 15 mètres, qui sont des yachts, et celui-là, 44 mètres par 16. C'est évidemment c'est des temps de construction de 2 ans, des bateaux qui sont construits par module, par tranche qu'on assemble. Et là, la capacité de s'adapter en fait aux souhaits du client à chaque fois fait que c'est vraiment parfait. C'est vraiment le matériau idéal. Alors, nous, au cours de nos bientôt 34 ans d'existence, on a notamment au début des années 2000 pris conscience de l'urgence climatique et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire vu de notre travail, en fait, de nos connaissances, pour essayer de participer un petit peu à cette décarbonation. Donc, effectivement, comme le disait Gaëtan, on a travaillé au Bangladesh, on a monté un petit chantier naval là-bas pour aider les pêcheurs qui sont vraiment extrêmement pauvres et qui ont du mal à survivre, ne serait-ce que leurs bateaux sont extrêmement dangereux, et donc pour essayer d'améliorer un peu la construction des bateaux. Et puis on a également construit des ambulances catamarans pour transporter les gens. Et puis, à travers l'exploration de ce que l'on a pu faire dans le domaine de la compétition, sur la première slide, il y avait cette aile géante qui équipait Oracle, le bateau qui a gagné la Coupe de l'America, une aile de propulsion de 68 mètres d'envergure. Voilà. L'image en haut à gauche de votre écran. Donc c'est un profil à fente avec comme une aile d'avion. En fait, il y a 2 éléments, 2 profils et une petite fente entre les deux qui accélère l'écoulement. Ce qu'on appelle un profil hypersustentateur, c'est la même chose qu'un avion quand il décolle ou quand il atterrit et qui déploie son volet. Et donc on a adapté ce principe-là. On s'est dit que si on arrivait à rendre ce gréement qui est 2 fois plus performant qu'un gréement traditionnel, si on arrivait à l'automatiser, si on arrivait à en réduire sa surface et à le produire à un prix qui permettait un retour sur investissement pas trop acceptable, je dirais, on avait peut-être un moyen pour la propulsion des navires de commerce.
C'est ce qui a donné donc le gréement que vous avez vu sur Canopée. Et puis, il y a un autre domaine, comme vous le voyez sur l'image en bas à droite, du coup, ce sont les foils. Les foils que nous avons, ces ailes sous-marines que nous avons développées dans le cadre de la compétition et que l'on, si on peut revenir à là où on était, voilà. Si on adapte ces foils-là au domaine du transport maritime, on arriverait à faire des transports à passagers comme celui-ci, par exemple, qui est capable d'atteindre des vitesses de 45 nœuds avec une consommation 2 fois inférieure à celle d'un bateau archimédien qui serait posé sur l'eau et dans un beaucoup plus grand confort parce que les foils sont pilotés et que donc on est insensible au mouvement de la mer, évidemment, dans une limite de temps raisonnable, enfin d'état de mer raisonnable. Et donc, également, avec ces vitesses-là, on peut concurrencer, notamment dans le transport interîle ou bien dans le transport de passagers dans le domaine de l'offshore ou des énergies marines renouvelables, pour le transport des équipages, on est capable de rivaliser avec soit le petit avion, soit l'hélicoptère, et donc de participer donc globalement à la décarbonation du transport maritime. Slide suivante. Comment cela se passe dans le domaine du transport maritime? C'est 90% du commerce mondial et c'est un transport qui est beaucoup trop peu cher. Pour vous illustrer ça, des producteurs de saumon norvégiens font découper les filets en Chine, fumer ces filets au Chili, c'est ramené chez eux et redistribué dans le monde. Ça vous donne, bon, je suis plus sûr que ce soit exactement encore exact maintenant, mais ça vous donne une idée du prix du transport. C'est ridicule. C'est ridicule, donc c'est un marché qui est très tendu. Il représente effectivement 3% des émissions de gaz à effet de serre. Malgré cet objectif de 2050 de réduire de 50% l'ensemble des gaz à effet de serre, des émissions, c'est un milieu qui a beaucoup de mal à changer. Et aujourd'hui, il faut bien voir que le fuel est historiquement bas et que le carbone est gratuit. C'est-à-dire que ça ne pousse pas beaucoup au changement. Et pourtant, il va être indispensable. Alors, revenons à l'aluminium. Dans ces grands bateaux comme Canopée, disons au-delà de 80-90 mètres, c'est l'acier. C'est l'acier parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher que l'aluminium et que, comme je le disais, c'est un marché qui est extrêmement tendu. Et donc, les gens ne sont pas, iront vers que ce soit d'ailleurs pour la propulsion hélique ou bien pour l'aluminium, à partir du moment où on pourra afficher un retour sur amortissement raisonnable par le gain de poids qu'aura amené l'aluminium, à ce moment-là, on fera certainement des coques peut-être jusqu'à une centaine de mètres, et puis sûrement, en tout cas, comme ça se fait déjà dans le domaine du yachting, pour les superstructures des grands yachts, des superstructures qui seront en aluminium, parce que le gain de poids redeviendra à ce moment-là un élément important. Mais voilà, le contexte n'est pas du tout... pour conclure, on ne change que sous la pression, ou bien parce que, et donc là c'est la réglementation qui s'en occupe, ou bien parce qu'on y voit son intérêt. Et il y a quelque chose aussi qui peut faire bouger les choses. Et ce que je dis souvent aux armateurs que je rencontre, si ce n'est pas vous qui le faites, ce sera votre voisin, et le fait de faire un effort en termes environnementaux va devenir aussi un avantage marketing, un avantage commercial. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Marc, merci de cet exposé, de votre engagement passionné, de votre vision du transport maritime de demain dans lequel l'aluminium est amené à jouer un rôle. On m'annonce que le député de Gardanne est arrivé, on lui passera la parole juste après la conclusion
de Marion Perel, à qui je passe la parole. Marion Perel s'occupe du Fonds pour l'innovation au sein de la DG Climat. Et je rappelle que la Commission européenne a accordé son haut patronage à notre événement du jour. Marion, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Gaëtan et merci à Aluminium France pour l'invitation à conclure ce webinaire. Monsieur Gilmont, mais d'autres intervenants après lui ont rappelé l'importance du cadre réglementaire, notamment au niveau européen, pour décarboner les différents secteurs de l'économie, et je ne peux évidemment que souscrire à ces propos, comme vous l'imaginez, et rappeler bien évidemment l'engagement de la Commission européenne en ce sens, donc avec bien évidemment l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050 au niveau européen, et notamment dans le contexte du pacte vert, qui est à l'heure actuelle la stratégie européenne pour une croissance verte, donc qui se compose d'un paquet très complet, qu'on pourrait dire 360 degrés tous azimuts, permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs de l'économie, en vue, donc bien évidemment, d'atteindre une neutralité carbone, enfin la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc avec cette slide que vous voyez à présent, non, merci, c'est pas la peine de passer, vous pouvez revenir, merci beaucoup. Donc avec cette slide que vous voyez à présent, donc je voulais donner un aperçu donc de la contribution des différents secteurs de l'économie donc aux émissions de gaz à effet de serre au niveau européen à l'heure actuelle, et donc des efforts à réaliser par ces différents secteurs afin d'atteindre cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et je pense que ça fait assez fortement écho aux différentes présentations des différents intervenants qui ont précédé, puisqu'on voit bien donc la part, donc notamment du transport, qui est un secteur qui a été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui, donc dans ces émissions totales de gaz à effet de serre, puisqu'on voit que le transport est le principal secteur émetteur au coude à coude avec le secteur de l'énergie, donc l'énergie en jaune, le transport en marron foncé. Et je promets que ce sera la dernière slide qui sera en anglais, les suivantes seront en français. Et vous voyez également la part de l'industrie, donc représentée en bleu sur cette slide, et donc les différents efforts à réaliser par ces secteurs afin d'atteindre la neutralité carbone. Et donc je ne peux évidemment que me féliciter de voir l'engagement des différents acteurs de la chaîne de valeur de l'aluminium en ce sens, ainsi que ça a été présenté au cours des différents exposés précédents. Si vous voulez bien passer à la slide suivante. Donc, je me propose au cours de cet exposé de ne pas revenir sur l'importance du cadre réglementaire, mais je voudrais insister sur un outil que l'Union européenne met à disposition des industriels et de leurs partenaires pour soutenir leurs efforts en matière de décarbonisation. Et il s'agit du Fonds pour l'innovation. Donc, de quoi s'agit-il? Ce fonds pour l'innovation est à l'heure actuelle et en fait au niveau mondial l'un des fonds les plus importants pour le déploiement des technologies vertes. Donc, j'insiste sur l'aspect technologie verte, notamment parce qu'il y a une erreur sur cette slide. Le fonds finance effectivement le déploiement de l'énergie verte, mais au-delà, il s'agit de soutenir l'ensemble des technologies vertes. Donc, technologies évidemment de demain qui permettront d'atteindre les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça inclut bien évidemment les énergies renouvelables, mais pas uniquement, puisqu'il s'agit également d'intervenir pour aider la décarbonisation des industries à forte intensité énergétique. Donc, que ce soit au niveau du processus de production ou au niveau de l'utilisation, enfin de la phase d'usage des produits, ou au niveau de la fin de vie.
Donc, cela signifie bien évidemment que le recyclage, par exemple, et la valorisation des déchets peut tout à fait rentrer dans ce cadre. Et bien sûr, cette catégorie industrie à forte intensité énergétique inclut bien évidemment l'aluminium. Ce fonds soutient également des projets dans le domaine du stockage de l'énergie, ce qui inclut les batteries. Donc, autre sujet qui a été abordé au cours de différents exposés aujourd'hui. Et pour finir, la captation, l'utilisation et le stockage du carbone. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, je vous remercie. Donc, en quelques mots, pour rester dans les délais qui me sont impartis, je voudrais insister ici sur quelques caractéristiques principales de ce fonds afin de susciter peut-être des vocations pour candidater au cours d'un prochain appel d'offres. Donc, il s'agit d'un fonds doté d'un volume d'au moins 10 milliards d'euros donc à dépenser d'ici à 2030. Le fonds finance jusqu'à 60% des coûts additionnels qui sont liés donc au développement d'une innovation technologique, donc par rapport à ce que serait un processus, par exemple, de production ou un usage plus conventionnel. Jusqu'à 40% des subventions allouées aux projets qui sont sélectionnés dans le cadre de ce fonds peuvent être donc déboursées pendant la phase du montage financier et jusqu'au moment du bouclage du montage financier. Donc, c'est ce qui traduit notre volonté d'aider les projets donc, à réduire leur risque dans une phase assez en amont. Et le restant, donc les 60% restants de cette subvention sont dépensés pendant la phase de construction et la phase d'exploitation des projets. Et ces 60% sont, on va dire, dépendants de la vérification. Donc, nous vérifions que les projets en question réalisent bien les gaz à effet de serre, enfin les réductions de gaz à effet de serre qu'ils nous ont promis au cours à l'occasion de leur candidature. Ce fonds, donc, à travers ces subventions, peut soutenir à la fois les dépenses en capital et les dépenses d'exploitation jusqu'à une durée de 10 ans au cours de la phase d'exploitation. Je vais m'arrêter là afin de rester dans les délais. Donc, merci de passer à la slide suivante. Très bien. Donc, je vais, avec cette slide, introduire une opportunité concrète, en fait, de candidater à ce fonds. Donc, puisque nous nous apprêtons à lancer un prochain appel à projet le 1er décembre, qui sera le premier appel à projet dans le cadre de ce fonds dédié spécifiquement aux projets à petite échelle. C'est-à-dire des projets ayant des dépenses de capital comprises entre 2,5 millions et 7,5 millions d'euros. Cet appel à projet aura un volume de 100 millions d'euros et donc à dépenser sous forme de subvention, où il y aura également en plus une possibilité d'assistance au développement de projets pour des projets qui ne seront pas suffisamment matures, mais toutefois suffisamment innovants. Et je voudrais insister sur le fait que l'objectif est vraiment de soutenir des projets à la fois innovants et proches du marché. Donc, très rapidement, si vous voulez bien passer à la slide suivante. Donc, comme je le disais, au niveau du calendrier, lancement de cet appel à projet le 1er décembre. Les projets intéressés auront jusqu'au 10 mars pour candidater. Et les résultats du processus de sélection seront annoncés en août prochain. Et donc, la commission pourra à ce moment commencer à débourser les subventions. Et pour conclure, donc une dernière slide, je vous remercie, comportant toutes les informations pour permettre de se tenir informé sur ce fonds. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marion. C'était donc la dernière intervention de notre conférence du jour. On va maintenant passer aux questions et aux échanges avec le public. Alors, en guise de première intervention, on va passer la parole à François-Michel Lambert, qui est député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui compte le site de Gardanne, en fait, le site d'Altéo
sur son territoire, usine qui représente 500 emplois locaux. François-Michel Lambert, vous avez la parole. Oui, bonjour et merci à Aluminium France de me proposer d'intervenir. Je précise que je suis aussi le président fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire. Je suis référent français sur le sujet et l'Institut est le référent français au niveau de l'Europe, au niveau de la Commission européenne sur tout ce qui est repenser nos modèles et une approche d'économie circulaire, de meilleur usage des ressources. Et je suis arrivé un tout petit peu en retard, mais j'ai notamment vu la présentation de Zénith et les suivantes. Et Zénith est très clair dans recherche avec les mêmes volumes d'alumine et d'aluminium mobilisés à créer beaucoup plus de richesses, de biens communs et notamment la mobilité qui est un enjeu crucial. Donc, je voulais en préambule rappeler ça, effectivement député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône depuis 2012 autour d'Alteo qui est toujours dans des spirales qui sont assez étonnantes, mais qui pourraient, spirale négative de destruction, de fake news, d'impossibilité de se poser, d'aller de l'avant, ce qui est paradoxal parce que ce que produit le site de Gardanne, vous le savez très bien, mieux que moi, hein, ce sont des alumines de spécialité, des alumines qui sont parfois uniques au monde, hein, plus de 1000 variantes. L'Europe vient d'ailleurs, le 3 septembre dernier, de rajouter à sa liste de matières premières critiques l'alumine. Donc, c'est vraiment quelque chose de central dans notre société, dans la société qui advient. Et pourtant, que ce soit les médias, les citoyens, une grande partie des décideurs politiques éloignés de Gardanne ne voient dans l'usine qu'une sorte de verrue, pardon, moi j'aime beaucoup, au contraire, cette usine, mais c'est la perception qu'ils en ont, une sorte de verrue qu'il faut sortir, dégager. Alors, si elle venait à sortir et dégager, elle irait sur d'autres continents, puisque vous venez de le dire, l'alumine, elle est indispensable dans notre société et probablement encore plus demain, et surtout l'alumine de spécialité. Et donc, elle irait sur d'autres continents, créer beaucoup plus de problèmes environnementaux, consommer beaucoup plus d'énergie et surtout d'énergie fossile, et ne pas avoir les engagements sociaux que l'on peut trouver à Gardanne. Donc, tout notre combat, tout notre engagement, et de faire en sorte que l'usine de Gardanne puisse durer, puisqu'elle est actuellement dans une phase de redressement judiciaire avec une décision la semaine prochaine du tribunal administratif. Et comme vous m'avez entendu en préambule rappeler toute l'importance de l'alumine de spécialité, et de l'alumine et de l'aluminium en général, comme vous le précisez ce matin, moi j'ai écrit depuis 2 ans, écrit en juillet, écrit encore la semaine dernière au Premier ministre en disant que l'État, s'il veut une stratégie de résilience, l'État doit s'assurer du contrôle, prise de participation directe ou indirecte, des outils législatifs existent, mais du contrôle du site de Gardanne, parce que c'est un maillon essentiel de la chaîne. Et ce matin, permettez-moi, j'en conclurai là-dessus pour ne pas être trop long, ce matin, j'en suis encore plus renforcé, je sors encore plus renforcé de cette idée parce que je ne connaissais absolument pas. Moi, j'ai fait génie mécanique, donc je connais un petit peu ces sujets, mais il y a longtemps que j'ai arrêté mes études et je découvre l'innovation de Zénith et cette approche extrêmement intéressante, novatrice, pour fournir de l'énergie électrique sous forme de piles contenant de l'aluminium avec échange sur l'air. Et j'ai compris donc sous forme de consigne, on régénère l'aluminium en passant par l'hydroxyde d'alumine et on le réinjecte dans la boucle. Donc on voit combien c'est crucial. C'est l'un des enjeux face au réchauffement climatique sera la réponse sur la mobilité. Tout le monde jure sur l'hydrogène, peut-être. Si c'est de l'hydrogène, il faudra de toute façon alléger. Donc, il faudra bien trouver un matériau, un métal très léger, si vous voyez ce que je veux dire. Et il n'y a pas que l'hydrogène, il y a d'autres approches. L'électricité, on connaît les limites des offres aujourd'hui de batteries, lithium-ion notamment. Cette approche aluminium-air me semble plus que cruciale. Elle me semble devenir une logique stratégique. Et donc, j'en reviens à ce que l'aluminium, l'alumine et toute la filière ne doivent plus être
un beau passé de la France et des Bouches-du-Rhône. Un bauxite, ça vient vous le savez, des Hauts-de-Provence, mais être un avenir. Et pour cela, j'insisterai encore, je vais voir le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, pour qu'il y ait une stratégie sur l'alumine et sur l'aluminium. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin et vous remercier de vos travaux. Merci. On va passer maintenant aux questions du public. Alors, on va se tourner vers l'équipe d'Aluminium France qui a synthétisé les questions. Salomé ou Cyril, est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole pour poser une première question? Oui, Gaëtan, bonjour à toutes et à tous. Donc, quelques questions. Une première série de questions pour Olivier Rebuffet. Olivier, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Donc, sur ton point au sujet de l'assemblage des alliages, des questions sur est-ce que les procédés d'assemblage par fusion vont-ils évoluer? Dans le même ordre d'idée, des questions également sur les visseries. Pourquoi est-ce que finalement on ne remplacerait pas les visseries actuelles en acier ou les systèmes d'assemblage en acier par des visseries en alu? Est-ce que ce ne serait pas intéressant? Et donc finalement, une question qui découle de ces deux interrogations, c'est que finalement, est-ce que la multiplication des alliages ne va pas compliquer le recyclage? Voilà, Olivier, je ne sais pas si tu peux répondre à ces premières questions. Je vais essayer. Le soudage par fusion, oui, l'assemblage par fusion, on parle en fait de deux techniques et vraiment on est focalisé quand même dans des techniques grande série. Hein. L'idée c'est de réduire le coût de l'aluminium pour qu'il soit adopté massivement dans les voitures. Donc il ne s'agit pas de développer une niche, mais vraiment des techniques grande série. Les deux techniques, c'est le soudage par points, massivement utilisé en acier, encore trop peu utilisé en aluminium, et le soudage laser. Et effectivement, ces deux techniques évoluent rapidement, les coûts baissent et l'évolution technique permet de résoudre les derniers problèmes de fiabilité qui étaient la cause de la non-adoption de ces techniques. Donc oui, il y a des évolutions technologiques sur le soudage par points et sur le soudage laser. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les technologies qui changent, mais voilà, les fournisseurs d'équipements proposent des choses nouvelles là-dessus. Sur l'assemblage avec des rivets en aluminium, oui, ça existe depuis longtemps, c'est jamais réellement adopté, je ne sais pas trop pourquoi. Je dois dire, je pense que ça ne doit pas répondre totalement à la question technique, à la question mécanique. Il faut... malgré tout, c'est un ajout de matière, là où l'assemblage par fusion ne constitue aucun ajout de matière. Hein, il y a une alimentation supplémentaire à gérer lors du procédé d'assemblage, ce qui est moins le cas lorsque on a deux électrodes qui soudent l'aluminium entre elles. Voilà, il n'y a pas d'ajout extérieur, mais je n'aurais pas une réponse extrêmement définitive sur les rivets ou la visserie en aluminium. Et la troisième question, c'est la multiplication des alliages, mais c'est notre challenge d'ISA 3 de gérer intelligemment cette multiplication d'alliages. Il y a effectivement dans l'automobile plutôt des alliages aluminium-magnésium, 5% de magnésium avec l'aluminium qui sont massivement utilisés. Et puis pour les pots, des aluminium-magnésium-silicium, aujourd'hui ces deux cohabitent. Il semblerait que l'aluminium, magnésium, silicium, la série 6000, permette de faire toutes les fonctionnalités. La peau visible avec toutes les exigences d'aspect, la structure très dure et la doublure très formable. Donc, il peut y avoir une multiplication d'alliages, mais dans une même famille qui, lorsqu'on va la refondre, aura de la valeur. Voilà, c'est ça l'enjeu. Très bien, merci Olivier. Une question toute complémentaire à l'instant. Est-ce que le soudage par friction malaxage FSW serait intéressant? Alors, c'est une technique qu'on connaît très bien à Constellium et qui est appliquée plutôt dans l'aéronautique sur des produits plus épais. Elle est regardée dans l'automobile également et dans ISA 3. On a prévu de jeter un coup d'œil là-dessus, mais plutôt pour le raboutage, c'est-à-dire ce qui est fait souvent en acier, c'est-à-dire la création d'une tôle de deux épaisseurs distinctes ou de deux propriétés distinctes
en faire une tôle unique et utiliser ce malaxage pour les assembler entre elles. Ça n'est pas une technique qui est très adaptée quand même pour des assemblages dans l'espace, en 3D, sur des produits minces. Voilà, ça a besoin d'épaisseur, d'appui, et c'est pour ça que c'est imaginé pour le raboutage, mais pas pour aller au-delà. Voilà, sur le friction stir welding. Merci Olivier. Une dernière question pour toi qui est un petit peu plus large. Tu as beaucoup parlé d'allègement. Une question sur l'utilisation de câblage électrique versus des câblages en cuivre. Est-ce que c'est envisageable pour les voitures électriques? Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse sur ce sujet. Alors, non, j'ai pas la full picture de ce dossier. Comme je sais, je suis à la SIA, au groupe d'experts matériaux, je sais qu'on a regardé et que c'est techniquement très attractif, qu'il y a un petit problème de volume, voilà, c'est un petit peu plus encombrant. Et le volume est aussi un sujet à traiter. Au-delà de la masse, il faut que ce soit compact. C'est un petit peu plus encombrant que le cuivre. Et je ne connais pas l'équation économique, mais c'est regardé, je sais très précisément, enfin plus précisément ces dernières années, parce que effectivement le cuivre est cher et l'équation économique évolue avec l'électrification en faveur de l'utilisation du câblage aluminium, effectivement. Mais je n'ai pas la full picture de ce dossier pour vous répondre définitivement là-dessus. Très bien, merci Olivier. Je te demande de rester en ligne parce qu'il y aura peut-être d'autres questions complémentaires. Je me tourne maintenant vers Martin au sujet des batteries aluminium-air. Des questions un petit peu généralistes. Si tous les véhicules sont équipés, quelle est la consommation d'oxygène nécessaire, en faisant référence à l'oxygène dont nous avons besoin, par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas une pénurie d'oxygène? Alors bon, je ne sais pas si Martin aura une réponse là-dessus. Et puis la question, en effet, tout à fait légitime, c'est pourquoi s'attaquer qu'au nautisme? Pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas des batteries aluminium-air à d'autres secteurs? Et j'approfondis la question est-ce que Martin, tu as une réponse sur le sujet lié aux problématiques, je crois, d'explosion? Parce qu'il me semble qu'à une époque, on se posait la question du risque d'explosion sur les batteries aluminium-air. Martin, je ne sais pas si tu peux nous éclairer sur ces différentes questions. Oui, alors je vais essayer comme je peux. Sur la question par rapport à la consommation d'oxygène, alors j'ai jamais fait les calculs de savoir combien ça consommait. Et je ne suis pas spécialiste sur le cycle de l'oxygène, mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, si on prend le cycle complet, l'oxygène qui est consommé, c'est celle qu'on va retrouver dans le CO2 qui est émis en bout de cycle. Ce CO2 émis, c'est en fait la même problématique que pour l'essence. Et comme on divise par 3 le bilan carbone, en réalité, la consommation d'oxygène sera aussi divisée par 3 par rapport à l'essence. L'essence, quand il est brûlé, il consomme aussi de l'oxygène, quoi. Donc, le remplacement des véhicules, non, ne va pas apporter une pénurie d'oxygène. Au contraire, il va diminuer la consommation d'oxygène globale. Par ailleurs, les nouvelles technologies, alors dans le webinaire précédent, a priori, vous avez parlé d'anodes inertes pour la production d'aluminium. L'utilisation de ces anodes inertes permettrait de n'avoir aucune consommation d'oxygène parce qu'en réalité, l'oxygène consommé par nos piles serait ensuite libéré lors de la production d'aluminium. J'espère que ça répond à la question. Alors ensuite, donc je m'ai posé la question de pourquoi le nautisme. Pourquoi le nautisme? Donc il y a deux choses. D'abord, on ne s'adresse pas qu'au nautisme en réalité, mais en priorité au nautisme. Et pourquoi en priorité au nautisme? C'est parce que c'est un secteur qui aujourd'hui a du mal à s'électrifier par manque de technologie. On dirait presque qu'ils sont en attente aujourd'hui d'avoir une technologie qui permette d'avoir une densité d'énergie supérieure. Maintenant, la technologie pourra effectivement être utilisée sur d'autres applications, telles que potentiellement les voitures, même si aujourd'hui, il me semble que les batteries lithium-ion font plus ou moins le travail pour ce marché. Et un autre marché qui pourrait être intéressant, c'est celui de l'aéronautique, qui a effectivement les mêmes contraintes de densité d'énergie, enfin de poids, quoi,
où il faut absolument réduire le poids pour pouvoir, si on veut à l'avenir faire des avions électriques. Et donc, Cyril, Gaëtan, je ne sais plus si c'est Cyril ou Gaëtan qui a posé la question sur l'explosion des batteries aluminium-air. Alors effectivement, il y avait dans les premières années des batteries aluminium-air un risque d'explosion lié à de la production d'hydrogène à cause de la corrosion de l'aluminium. Aujourd'hui, on arrive à inhiber quasiment à 98% cette production d'hydrogène. Donc, le peu d'hydrogène qui continue de s'échapper de la pile est trop négligeable pour avoir le moindre risque à ce niveau-là. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, merci Martin. Alors, on a pu voir sur le chat quelques réactions à l'intervention de François-Michel Lambert au sujet des rejets de bauxite. Gildas, est-ce que tu veux dire 2 mots sur ce sujet rapidement pour nous éclairer définitivement? Les rejets de bauxite? De résidus de bauxite. Alors, une réponse très simple. Sur les rejets de bauxite, déjà, je précise qui se sont arrêtés fin 2015. Donc aujourd'hui, on ne rejette plus de résidus de bauxite en mer Méditerranée. J'ajouterais également que je pense qu'on peut se targuer aujourd'hui de produire l'une des alumines les plus vertes au monde. Dans le sens où, alors avec l'aide aussi de la réglementation, mais on a fait des efforts considérables ces dernières années pour réduire notre impact environnemental dans la production d'alumine. À tel point qu'aujourd'hui, et c'est ce qui peut nous faire défaut parfois en termes de compétitivité si on regarde les choses à court terme, par rapport à certains concurrents, ces contraintes nous ont poussé à imaginer des solutions innovantes pour avoir un résidu le plus propre possible. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, je précise que nous remplissons les exigences en termes de rejet sur nos effluents liquides depuis le dernier trimestre 2019. Non, on a... Depuis 3 mois. Pardon ? 3 mois. Oui, depuis 3 mois. Merci. Oui, c'est ça. Avec le septembre. confinement, là, je suis un peu perdu dans le temps. Là. Mais oui. Donc on a inauguré cette station d'épuration cette année. Donc aujourd'hui, c'est des investissements qui sont colossaux, qui sont pour une part responsables aussi de la situation économique dans laquelle on a pu se trouver, mais qui a comme résultat d'avoir une alumine qu'on peut qualifier de green. Très bien, merci Gildas. Permettez-moi de allez-y François-Michel. Oui, donc effectivement, je n'ai peut-être pas été clair, parce que je pensais que tout le monde était au courant du dossier. C'était ma présentation en disant que si on venait à produire cette alumine qui est, je le rappelle, vous le savez mieux que moi, mais l'Europe vient de l'inscrire dans la liste des matières premières critiques. Il y a 30 matières premières critiques au niveau européen et l'alumine est clairement inscrite. Donc, si elle n'est pas produite sur le site de Gardanne, elle sera produite ailleurs et forcément, la pollution qui a disparu, parce qu'elle a disparu, elle n'a pas été décalée, elle a disparu grâce aux innovations mises en œuvre sur le site de Gardanne, réapparaîtra ailleurs sur la planète. Et ça, c'est un des grands enjeux. Donc, effectivement, c'est l'alumine la plus verte qui existe sur cette planète, l'alumine de spécialité, et au niveau énergétique, très probablement aussi la plus faible en charge CO2. Au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a tout un écosystème et nous travaillons aujourd'hui sur l'eau qui est toujours rejetée en mer, mais qui est de qualité station d'épuration, pour la détourner en usage. Dans ma circonscription, ce sont les collines de Pagnol au sud. Et on est encore en manque d'eau pour l'usage agricole. Donc, la détourner pour des usages agricoles ou s'en servir comme
point d'appui et d'aide aux pompiers en cas d'incendie de forêt, car on est dans des espaces où on manque beaucoup d'eau. Et s'il y a un incendie de forêt, le plus difficile, c'est de disposer de l'eau pour les éteindre, alors qu'on a un tuyau qui passe en plein milieu de ces forêts. Il y a le stockage à terre, j'en finirai pour ne pas prendre trop de temps. Il y a le stockage à terre, un siècle de stockage à terre qui fait tant et tant parler de lui. Le Monde, le journal qui parle d'écocide, ne peut s'empêcher de montrer une photo du stockage à terre et de dire que Alteo a créé un écocide en Méditerranée, ce qui est totalement faux. Je le dis très clairement, c'est un combat permanent contre les journalistes. Mais nous avons, et là je m'adresse à toute la profession, j'ai fait, je vous l'ai dit, génie mécanique option soudure. Donc, quand on me parle de certaines formes de soudure par fusion, etc., ça me rajeunit. Mais nous sommes trop techniciens quand en face, nous sommes dans un champ politique. Et donc, il est temps de trouver les moyens d'exprimer, certes, que l'alumine sortie de Gardanne est la plus verte qui soit, et elle sera encore plus verte demain et encore plus verte après-demain. Mais il faut aussi mettre les politiques face à leurs responsabilités, c'est-à-dire c'est stratégique. Et cette perte de stratégie, c'est une perte sur les enjeux, notamment de transition énergétique, mais aussi de souveraineté dans nombre de domaines. Et donc, moi, il va falloir que j'aille dans l'hémicycle, donc je vais vous laisser juste après. J'invite vraiment à ouvrir et à être très clair dans ce chemin pour imposer auprès des politiques. Ce matin, j'ai le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher. Je vais leur rajouter les batteries aluminium air que je ne connaissais pas. Je vais leur dire c'est stratégique. L'État doit avoir une stratégie en la matière. Donc, à vous aussi, monde de l'aluminium et de l'alumine, de trouver les moyens pour que médiatiquement, on comprenne qu'il y a peut-être des bouts rouges qui sont visibles et aujourd'hui stockés à terre, mais il y a surtout tout l'invisible qui est bien meilleur et qui vient surtout nous permettre d'avoir des belles perspectives, parce que moi j'ai confiance en l'avenir, des belles perspectives face à tous les enjeux. Voilà ma conclusion. Très bien, merci monsieur le député. Alors on a quelques autres questions pour Marc au sujet des bateaux. Marc, je ne sais pas si tu es avec nous encore. Est-ce que tu as une idée du taux de recyclage en fin de vie des bateaux en aluminium? Finalement, est-ce que ces superbes bateaux, ils arrivent un jour en bout de course? Comment est-ce qu'ils sont recyclés? Comment est-ce qu'ils sont démantelés? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Et puis ensuite, une question, on va dire, un petit peu plus délicate pour savoir d'où vient l'aluminium que tu utilises. Alors, sans donner de nom, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de savoir si c'est un aluminium qui vient de France ou d'Europe. En tout cas, ça pourrait nous éclairer. Des questions difficiles. Le recyclage, c'est un vrai sujet. Il y a une association qui s'appelle l'APER qui œuvre pour ça. Alors, les bateaux en aluminium se recyclent bien parce qu'il y a une valeur, au poids d'alu recyclé. Donc, ça se recycle bien. Après, il me semble que le produit de l'aluminium recyclé a besoin industriellement d'être amélioré. Mais ça, je suis incompétent là-dessus. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est les bateaux en polyester sur lesquels il n'y a pas vraiment de valeur et pourtant ils encombrent les ports. C'est des bateaux qui ne naviguent plus et là il y a un souci. Non, les bateaux en aluminium en général, c'est des bateaux qui ont des vies en plus assez longues parce que à part les problèmes d'électrolyse éventuels, c'est costaud et comme je le disais, finalement on a une coque, on peut démonter tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis refaire un aménagement si on veut. On peut réintervenir facilement dessus, ressouder des choses. Moi, je connais des bateaux en aluminium qui ont plus de 50 ans, hein, qui sont toujours là et qui courent. Non, je ne peux pas donner de chiffres, mais en tout cas, je pense que de ce point de vue-là, il y a un grand intérêt, c'est certain. Après, la provenance de l'aluminium,
Il y a un aluminium qui est utilisé, alors il y a un équivalent français, mais qui s'appelle le psyllium, qui est, je crois, hollandais. Hollandais ou allemand, je ne sais pas, et qui est un aluminium un peu plus adapté à la construction navale. Pourquoi? Parce que c'est un aluminium qui perd un peu moins ses caractéristiques mécaniques une fois soudé. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que quelle que soit finalement la qualité qu'on utilise, à partir du moment où on soude l'aluminium, on retombe à des valeurs de contrainte admissible de l'ordre de 120 MPa, quoi, quelque chose comme ça. Et voilà. Ah ben, je vois un commentaire. Le psyllium est produit par Constellium à Issoire. Et ben voilà, merci beaucoup. Bon, ben voilà, on a notre réponse. Merci beaucoup, Marc. Écoutez, on arrive un petit peu au bout des questions. Alors, il y a des questions qui sont plus techniques. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une réponse personnalisée et on pourra mettre en relation les uns et les autres pour avoir des points plus précis. La question au sujet du marché du recyclage, on l'a bien noté. On prendra contact également avec vous pour répondre à vos questions. Donc, on arrive un petit peu au bout des questions. Gaëtan, je te redonne la main. Merci Cyril. Il est temps pour nous de conclure cette conférence qui vient mettre un terme à cette 6e édition d'Aluminov consacrée aux innovations de la filière, à ces nouvelles pratiques et à ces idées. Merci à tous les intervenants, à Bernard Gilmont de European Aluminium, à Olivier Rebuffet de Constellium, Gildas Fontaine d'Alteo. Merci à Martin Orientis de Zenith Innovation, à Marc Van Peteghem, architecte nautique, et de la DG Climat. On rappelle encore une fois que cet événement était placé sous le haut patronage de la Commission européenne. Donc merci à Marion d'avoir représenté son institution. Merci à François-Michel Lambert de son témoignage de terrain. Et merci à vous tous d'avoir pris le temps pour venir échanger avec nous. Voilà, bonne journée à tous et à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.